Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast des Magiciennes, ce podcast numéro 2. Je suis vraiment en grande joie de vous partager ce podcast dans cette thématique qui me tient vraiment à cœur, que j'ai intitulé « Le tarot, ce manuel subtil de l'incarnation ». Alors aujourd'hui, on va parler du tarot de Marseille, mais on va en parler depuis un autre point de vue. Donc si vous êtes ici pour entendre des conseils, pour mieux tirer les cartes ou pour utiliser le tarot d'un point de vue divinatoire, clairement, c'est pas du tout comme ça que je vais venir vous en parler. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de cet enseignement sacré, de cette sagesse ancestrale qui est retranscrite dans les cartes du tarot. Les cartes du tarot, en fait, on peut considérer qu'elles peuvent se lire d'une manière vraiment comme un roman ou comme plutôt un manuel subtil, alchimique de l'incarnation. Ici, dans ce podcast, aujourd'hui, ensemble, on va parler d'alchimie, on va parler de tout cet enseignement subtil, de toute cette transmission qu'il aurait été faite aux humains comme pour se remémorer de leur provenance divine et surtout de « mais qu'est-ce que je suis venue faire ici dans cette incarnation ?» Comment on joue à l'incarnation? Alors si vous vous posez cette question du « comment on joue à ce jeu-là ?» vous êtes exactement au bon endroit et c'est parti pour ce podcast numéro 2 des Magiciennes. Donc déjà, avant de vous parler du sens, j'ai quand même envie de vous parler de la structure du tarot de Marseille. Donc le tarot de Marseille, c'est 22 arcanes. Dans ces 22 arcanes, on a une carte que l'on appelle la non-nombrée et qui est le mat. Si vous avez ce jeu chez vous, vous observez qu'il n'y a pas de numéro sur le mat. Et un arcane que l'on appelle la non-nommée et qui est l'arcane 13 et qui est l'arcane sans nom, que communément on va appeler la mort. Et vous allez voir que c'est pas vraiment la mort. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, surtout dans ce podcast-là, c'est de vous parler de ce sens alchimique du tarot, mais surtout de concrètement comment ça s'exprime dans nos vies, qu'est-ce que ça nous apporte à nous de savoir cela et comment on peut faire des liens pour avoir une vision encore plus vibrante de l'expérience que nous sommes en train de vivre. Donc je vais donner des exemples de sorte que ce soit quand même vraiment parlant pour vous. Donc on a ces 22 arcanes et ces 22 arcanes, on dit qu'ils sont une expression, une des retranscriptions de ce que l'on appelle la table d'émeraude, c'est-à-dire un petit texte retrouvé dans une pyramide. On dit que ces tables d'émeraude, en réalité, c'est pas de l'émeraude, c'est parce que pour les alchimistes, l'émeraude, donc de couleur verte, c'est le symbole de la sagesse. On dit que c'est Hermès Trismégiste ou donc Hermès qui est un dieu qui est le représenté de Mercure et qui est le représenté de Thoth, qui est donc le dieu qui est l'émissaire entre le divin et les êtres humains. Et on dit que c'est lui qui a fait ce legs à l'humanité comme pour donner ce mode d'emploi que lorsque l'on passe le voile de l'incarnation, on oublie. En tant qu'âme, on se souvient de tout, on connaît notre plein potentiel, et puis lorsque l'on est, on oublie, alors pas tout de suite, mais d'année en année, on oublie, ce potentiel est limité, on oublie notre provenance divine.
Et donc, on a ce premier arcane qui est l'arcane non nombré, qui est le mat, qui est le représenté de nous, c'est-à-dire de l'être qui s'incarne et qui à un moment donné se pose la question de mais quel est le sens? On peut parler comme d'un premier éveil, c'est-à-dire je me mets en mouvement et je veux marcher le chemin de mon incarnation en conscience. Je commence à questionner le sens des choses, à chercher un sens plus grand et plus profond. Donc le mat, c'est le pèlerin, c'est l'alchimiste, c'est l'apprentissage de l'incarnation. Et donc, c'est chacun de nous, à partir du moment où on se dit, tiens, mais est-ce que ma vie n'a pas un sens plus grand ou même quel sens j'ai envie de donner à ma vie selon mes valeurs, selon mes aspirations. On peut voir que le mat, il est représenté avec une sorte de chien qui est comme qui le pousse au niveau des fesses, et ben c'est toutes ces pulsions en nous qui nous poussent. Peut-être parfois ça peut être suite à un burn-out, peut-être c'est parce qu'on a des aspirations grandes, peut-être c'est un désir de contribution. C'est toutes ces pulsions de vie, tous ces trucs instinctifs en nous qui nous font dire bon allez, let's go, là maintenant, j'ai envie de vivre une vie qui me correspond et j'ai envie de mettre du sens dans ma vie. Voilà ce que représente le mat et on le voit, hein, il voyage léger, il a juste un petit baluchon, tout simplement parce que finalement, tout ce potentiel illimité de l'âme, le mat, nous, on n'a pas nécessairement conscience de tout ce que l'on a. Donc on voyage vraiment léger sur ce chemin que nous sommes venus expérimenter le jour où nous nous sommes incarnés ici. On s'incarne, puis à un moment, on met du sens dans notre vie et on devient ce fameux mat. Et là, ce que je vais vous raconter durant ce podcast, c'est les aventures du mat au pays du tarot de Marseille, au pays de la vie incarnée. Donc ce mat, vous l'avez compris, c'est vous toutes et tous qui êtes en train d'écouter ce podcast, c'est moi, c'est tous ces êtres qui se sont éveillés, qui ont éveillé leur conscience, non pas à une grande spiritualité, mais juste à je veux vivre ma vie, je veux pleinement vivre ma vie. C'est un peu comme si on sortait du pilotage automatique. Et à partir du moment où on sort de ce pilotage automatique, on va pouvoir voir tous ces signes que nous offre l'univers qui vont nous permettre de baliser notre chemin. Et si vous avez envie d'approfondir sur comment voir et interpréter ces signes, j'ai déjà créé un contenu à ce propos qui est le premier podcast de cette série, de cette saison 1 des magiciennes. Et je vous mettrai le lien en commentaire pour pouvoir aller l'écouter. Donc on a ce mat qui commence à poser un regard conscient sur sa vie et qui va aller vivre ou rencontrer son premier maître initiateur qui n'est autre que lui-même sous son apparence du battleur. Le battleur, il est représenté devant une table qui est une sorte de table de jeu. Hein. On voit qu'il est là et qu'il a des jetons, un gobelet, qu'il a une toute petite besace, puis un petit couteau. Et cette table, elle ne comporte que 3 pieds, alors qu'une table en a 4. Et le 4e pied, c'est sa propre jambe. Qu'est-ce que ça vient nous raconter ça? Ça vient nous raconter que pour devenir conscient de sa vie et pour vivre une vie dans laquelle on a un sentiment de la vivre pleinement, ça part de nous. Ça ne va pas nous tomber du ciel. C'est d'abord une intention et une action que nous devons poser. C'est le battleur, c'est clairement celui qui prend conscience que la vie est un jeu et qui dit « Allez, je veux jouer ». C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous disons j'ai envie de créer ça dans ma vie ou j'ai envie de réaliser telle ou telle chose, de vivre telle ou telle relation ou de mettre tel ou tel sens et que nous menons une action, que nous mettons en place une action pour que ça arrive. Ça, c'est la base. Le battleur, c'est ce mat qui s'est mis en chemin, c'est Dieu. On dit en alchimie, on dit que l'incarnation, c'est Dieu qui est venu sur terre pour apprendre à se connaître. L'incarnation est une voie de connaissance
les âmes divines que nous sommes venus nous incarner pour apprendre à nous connaître, pour vivre des expériences qui nous permettent de nous connaître au travers de telle ou telle situation. Et le battleur, c'est ok, j'ai envie de me connaître, donc je dis oui à ce jeu, je commence à rentrer dans ce jeu pour pleinement me connaître. Et on le voit, ce battleur, eh bien, il a tous les attributs que l'on va retrouver dans le tarot. Il a une petite baguette et c'est le bâton. Il a un petit gobelet et c'est la coupe. Il a des petits jetons et ce sont les deniers. Il a un petit couteau et c'est l'épée. Ce que nous enseigne cette carte et l'invitation du battleur, c'est de prendre conscience qu'on a tout en nous. Et que, à l'image d'un fruit, lorsque l'on choisit de se lancer, de mettre du sens, de créer un projet, d'aller dans l'expérience et de vivre une expérience comme nous on a envie de la vivre, par exemple de réaliser, de concrétiser telle ou telle chose, de vivre telle ou telle relation, on a déjà tout en nous. Mais ce potentiel, il est encore un peu comme immature, comme un fruit qui ne serait pas encore mûr et qui demande à vivre certaines expériences pour être mature. C'est pour ça que le gobelet n'est pas encore la coupe, c'est encore le gobelet, mais le gobelet et la coupe, c'est la même chose, mais sous une forme moins élaborée. C'est pour ça que le couteau n'est pas encore l'épée, c'est pour ça que les jetons ne sont pas encore les deniers et que la baguette n'est pas encore le bâton. Mais tout est déjà là. Ça nous apprend, c'est souvent ce que l'on entend dans la spiritualité, hein, c'est « tu as tout en toi ». Et bien là, le battleur, il vient nous rappeler ça comme un principe de base. Ça, c'est un peu ce que nous dit la physique quantique, c'est à partir du moment où j'ai l'élan d'être de telle ou telle façon, où j'ai l'élan de vivre telle ou telle relation, où j'ai l'élan de réaliser tel ou tel projet, c'est quand nous, on a le potentiel de le faire. Sinon, ça ne viendrait pas dans notre esprit, ça ne descendrait pas dans notre cœur. Et ce que ça va nous demander, c'est ce fameux voyage que va faire le mat, ou ce fameux pèlerinage que va faire ce pèlerin sacré, c'est de vivre des expériences qui vont nous permettre de passer du fruit qui n'est pas mûr au fruit mûr, du gobelet à la coupe, des jetons au denier, de la baguette au bâton ou du couteau à l'épée. Et ça, c'est l'expérience qui va nous permettre ça et c'est tous les maîtres initiateurs que va rencontrer ce fameux mat sur son chemin qui vont le faire grandir, vont lui faire grandir sa conscience, vont lui faire grandir son intelligence émotionnelle, son intelligence énergétique, de sorte que sa personnalité soit de plus en plus alignée à sa nature originelle ou à la couleur ou les vibrations de son âme. Une fois que on a dit oui à ce jeu, une fois qu'on a dit yes, on se lance dans cette aventure, une fois que vous avez dit oui, moi je veux faire ce projet, moi je veux vivre cette relation, alors on va rencontrer des maîtres initiateurs qui vont nous permettre de recevoir les enseignements pour vivre exactement ce que nous avons envie de vivre. Le premier de ces maîtres initiateurs, c'est la papesse. La papesse, c'est le principe féminin, c'est-à-dire tout cet état de réceptivité qui nous dit « il y a en nous une sagesse que l'on dit occulte » et entendons-nous bien sur ce terme occulte, occulte ça n'a rien de maléfique, occulte c'est juste que c'est pas connu à la conscience, c'est inconscient. Et cette sagesse, elle est derrière les voiles de notre ego. C'est-à-dire que depuis que nous sommes nés, à chaque fois que nous avons ressenti de la souffrance, il y a à l'intérieur de nous une sorte de chevalier servant qui est l'ego, qui a tenté de la manière qu'il avait à sa disposition au jour où on a vécu ces blessures-là, de nous protéger. Et ça va créer en nous des voiles, c'est-à-dire des distorsions de la réalité ou du moins des prismes par lesquels on va observer la réalité et du coup la réalité ne va pas nous paraître telle qu'elle est, mais bien va correspondre à la manière dont nous la regardons. C'est un peu comme on pourrait dire, si je mets des lunettes de soleil, je ne vais pas voir la réalité de la même manière que si je mets des lunettes transparentes. Si je regarde par un prisme qui est déformant, je ne vais pas voir les mêmes choses que si je regarde par un prisme qui est juste un verre transparent. Et donc, notre manière de percevoir la réalité, elle est
complètement dépendante de ces fameux voiles que nous avons mis en place. Ça veut dire que si, depuis mon enfance, parce qu'à un moment j'ai souffert, je me suis dit que les adultes ou les hommes ou les femmes étaient des personnes qui n'étaient pas fiables, je ne vais voir que des personnes pas fiables autour de moi et je ne vais pas prêter attention aux personnes fiables parce que toutes mes lentilles, mon prisme, vont faire que je vais observer les choses depuis cet angle de vue et donc voir dans ma réalité ces choses-là. Et donc, la papesse, elle vient nous dire, il n'y a pas que ta façon de voir les choses. Il y a une façon beaucoup plus grande et pour cela, il va falloir que tu passes derrière les voiles, que tu passes derrière tout ce que tu crois être la réalité, derrière tout ce que tu as pris pour acquis. Voilà ce que vient nous raconter la papesse et c'est souvent ce que l'on peut rencontrer pour être plus concrète et pragmatique. C'est souvent ce que l'on peut rencontrer par exemple quand on est persuadé d'une chose et on est persuadé que si on fait autrement, ça n'arrivera pas. Ça ne pourra pas se réaliser. Et là, on rencontre quelqu'un qui fait les choses complètement différemment de nous et qui y arrive. Ou alors, on est persuadé que tous les hommes sont de telle façon. Et puis là, on rencontre un homme qui est tellement pas comme ça. Ou alors, on est certain ou certaine que il faut, par exemple, travailler dur pour réussir. Et puis là, on rencontre des personnes pour qui le travail, c'est une joie, qui réalisent leurs rêves avec beaucoup plus de fluidité que ce qu'on pourrait imaginer possible et ça ouvre notre esprit. C'est souvent cette fameuse exception qui vient comme infirmer la règle et qui nous dit « Oh waouh, mais je peux penser différemment ». Voilà ce que vient nous dire la papesse et à ce stade-là, on a bien conscience qu'on n'est pas encore capable totalement d'étirer notre conscience de sorte de voir toute cette sagesse du monde et de la connecter, mais elle vient déjà nous dire le plus souvent que tu peux, passe derrière ce voile. Viens rencontrer les choses derrière ce voile. Puis, sur son chemin d'incarnation, là, ce pèlerin, ce mat, va rencontrer l'impératrice. L'impératrice, c'est l'arcane 3 et c'est l'arcane qui vient nous enseigner d'un grand principe de l'alchimie que l'on appelle coagula, c'est-à-dire, coagula, ça veut dire, donc ça vient de le mot que l'on connaît, hein, c'est coaguler, ça veut dire comme donner forme aux choses. Et elle vient nous enseigner que c'est nous qui donnons forme aux choses. L'impératrice, elle a une main posée sur un bouclier, puis elle a une main sur son ventre. On dit que cette impératrice, elle est enceinte, dans le sens qu'elle porte le monde. Et ce qu'elle nous enseigne, c'est ce fameux principe féminin, ce principe yin, c'est que nous accouchons de notre réalité. C'est nous qui donnons la forme à notre réalité. Si on reprend ça un peu avec des travaux qui ont été faits, des travaux scientifiques qui ont été faits, on peut regarder les expériences sur l'eau de Masaru Emoto. Il a pris en photo des gouttes d'eau qu'il a congelées, donc qu'il a fait geler plutôt, et ça a créé donc des cristaux. Et il a pris en photo ces cristaux, et puis parfois, sur certains de ces cristaux, il a envoyé des informations. Des informations, soit il a écrit des mots d'amour, ou au contraire, des mots chargés comme je vais te tuer, je te déteste. Et il a photographié le cristal d'eau à chaque fois, enfin la goutte d'eau et donc le cristal. Et on se rend compte que les cristaux qui ont été encodés, qui ont reçu la vibration de mots d'amour, sont magnifiquement formés, sont d'une beauté vraiment impressionnante, tandis que ceux qui ont reçu des mots de la haine, des dévalorisations, alors eux, au contraire, ils vont être éclatés, ils vont avoir de la difficulté à se former, on ne va pas retrouver la beauté du cristal à l'intérieur. Ça nous montre en fait que l'état dans lequel nous créons notre réalité va donner la forme à notre réalité. C'est ce que vient enseigner l'impératrice. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que nous sommes les co-créateurs de notre réalité. Il y a à 50% nous qui créons la réalité et à 50% l'univers qui coordonne, qui collabore avec nous. Ça veut dire que le regard que nous allons poser sur notre réalité
va impacter la manière dont nous allons nous sentir et la manière dont nous allons nous sentir va impacter la réalité. L'impératrice, elle vient apprendre que nous sommes les créateurs, que c'est là notre grand pouvoir. Notre grand pouvoir sur ce plan de matière, c'est que nous savons donner forme à la matière. Ça paraît un peu comme perché, mais regardez, on donne forme à la matière chaque jour. Chaque objet qui a été créé, c'est quelqu'un qui lui a donné cette forme-là. Et c'est pareil pour une réalité. Parce que nous avons une image dans notre tête, par exemple, on s'imagine qu'on va faire une statue, je sais pas, de femme, ben on va pétrir de l'argile et selon l'expérience que l'on a de ça, hein, si on est beaucoup ou pas beaucoup entraîné, la statue va être plus ou moins belle, mais il n'empêche que ça va prendre la forme d'une statue de femme. Et ben c'est pareil dans le subtil, nos pensées, ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans nos émotions et la manière dont on se sent vont donner forme à la matière. Le mat continue son chemin et va rencontrer l'empereur. L'empereur, quant à lui, il va venir enseigner le mat, il vient nous enseigner sur les secrets de la création. Et il vient nous enseigner surtout que cette création, c'est notre nature. Être incarné, c'est créer dans la matière. C'est notre grand pouvoir. Et donc ce qu'il vient nous rappeler, c'est que ce grand pouvoir que nous avons, c'est donc, on parle de principe incarnateur, c'est comme si dans cette incarnation, on a une sorte de page blanche et sur laquelle, selon les prismes que l'on a et dont j'ai parlé tout à l'heure, on va poser telle ou telle interprétation. Eh bien, ce pouvoir-là, c'est de choisir quelle interprétation on va donner à cette page blanche et donc quelle forme on va donner à cette page blanche. L'impératrice, elle nous dit, pour donner forme, ça part de l'intérieur de toi, de comment tu te sens, c'est toi qui peux donner cette forme. Et l'empereur, lui, il nous dit, voilà comment tu vas donner la forme à la matière. Et pour donner la forme à la matière, il y a comme une nécessité d'accepter que c'est notre nature. Que c'est notre nature, que qu'on le veuille ou non, on crée notre réalité. Donc, en conscience de cela, autant créer une réalité qui correspond à nos attentes. Parce que, quel que soit notre niveau de conscience, on crée toujours notre réalité. Ensuite, pour continuer cette promenade au fil des maîtres initiateurs, le maître va rencontrer l'arcane 5, l'arcane du pape. L'arcane du pape, c'est l'archétype du Père bienveillant et réunifiant. Il est celui qui incarne le principe d'unité. C'est-à-dire que là où les choses semblent s'opposer ou même nous paraître antagonistes, en fait, ce ne sont que les polarités d'une seule et même chose. Un peu comme la température. 24 degrés, c'est pas l'opposé de moins 24 degrés. C'est juste des polarités différentes. Et ce pape, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire que la dualité dans laquelle nous pensons évoluer n'existe pas. Ce ne sont en réalité que des polarités. Et que plus nous allons nous sentir unifiés au tout, plus nous allons créer cette unité à l'intérieur de nous, plus nous allons cesser de mettre les choses l'une contre l'autre à l'intérieur de nous, plus nous allons pouvoir cheminer dans des énergies de paix, d'amour, de bienveillance. Et plus nous allons nous sentir reliés à des dimensions plus grandes. Ça, c'est clairement tous les enseignements spirituels et les enseignements autour de l'amour qui nous invitent à sortir de la dualité, à sortir de la division pour revenir à l'unité. Ensuite, une fois que l'on a compris ça, le mat rencontre l'initiation de l'amoureux qui est l'arcane 6. L'amoureux, on l'appelle l'amoureux et on pourrait imaginer que c'est essentiellement une carte d'amour. En fait, c'est une carte de choix, c'est une lame qui vient nous parler du choix ou plutôt de comment faire un choix aligné à nos fréquences les plus hautes, comment faire les choix qui vont être vibrants pour nous en fonction des aspirations qui sont les nôtres. Cet amoureux, en fait, il vient nous dire que l'important, c'est vraiment de suivre ce qui est présent dans notre cœur. Si ça descend dans notre cœur, ce qui est venu nous transmettre l'impératrice puis l'empereur, c'est que si ça descend dans notre cœur, c'est nécessairement que
nous avons le potentiel pour le vivre, sinon on n'en aurait pas conscience. Puis l'amoureux, il nous dit, si tu veux vivre les choses qui sont descendues dans ton cœur, ça va être important de faire des choix qui partent du cœur et pas des choix qui partent de mon système de survie, de ce qui veut me laisser dans toujours ma zone de connu, de mes peurs, parce que ces choix-là ne m'amèneront jamais en dehors de ce que je connais déjà. Et le propre de l'incarnation, et le propre de l'être humain, et le propre de la vie, c'est d'évoluer toujours. C'est le grand principe de la vie, c'est l'évolution. Donc, si je veux faire des choix qui sont alignés, si je veux faire les meilleurs choix pour aller dans le sens de ce que j'ai envie de vivre, c'est important que je place le centre de décision dans mon cœur. C'est important que celui qui a le dernier mot, c'est mon cœur. Ça ne veut pas dire que je vais aller nier mes peurs, ça ne veut pas dire que je ne vais pas les écouter, mais ça veut dire que si j'imagine un conseil des sages, à la fin, une fois que tout le monde a été écouté, entendu, rassuré, c'est le cœur qui décide. Le choix vient du cœur. Puis, notre mat continue son voyage et rencontre l'arcane du chariot qui n'est pas vraiment un maître initiateur au sens propre comme par exemple la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, mais qui est plus comme un état des lieux. Cet état des lieux nous dit qu'une fois qu'on a compris ça, c'est déjà comme on vient de terminer un cycle de 7 arcanes. Il y a 3 cycles dans le tarot de Marseille qu'on pourrait assimiler aux 3 opérations en alchimie que sont l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. Et bien, il y a 3 cycles dans le tarot de Marseille. Et là, on arrive à la fin de ce premier cycle avec cette compréhension que nous sommes les créateurs de notre vie et que si nous sommes les créateurs de notre vie, pour reprendre la métaphore du chariot, nous sommes à la fois le véhicule, on est le chariot, on est à la fois le chemin, on est la réalité que l'on crée. Et cette réalité que l'on crée, c'est comme l'expression plus vaste de ce que nous sommes. Nous avons la capacité de créer une réalité qui serait comme le débordement, l'expression plus vaste de ce que nous sommes. Et lorsque l'on comprend ça, on a déjà comme conscientisé les grands principes de l'incarnation. On vient de lire la première grande étape du mode d'emploi de comment bien vivre son incarnation. Lorsque on a fait ce premier cycle, on va continuer sur un deuxième cycle qui commence avec l'arcane de la justice. L'arcane de la justice, qu'est-ce qu'elle vient enseigner aux maths? Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? Elle vient nous dire qu'une fois qu'on a compris tout ce dont on vient de parler, eh bien, on peut voir que notre création s'inscrit dans un ordre cosmique beaucoup plus grand. Elle s'inscrit dans une création divine et que plus on va harmoniser notre création aux grandes lois de l'univers, plus cette création va être soutenue, grande, puissante, fluide. Et la justice, elle vient aussi nous inviter déjà, même si elle vient juste semer cette graine-là, que la loi des hommes, la loi humaine, est bien loin de la loi divine. Donc elle vient déjà nous dire, il est évident que si tu veux créer quelque chose, peut-être tu vas passer par des étapes que ton mental n'avait pas choisies. Et peut-être quand tu vas vivre ces étapes-là, tu vas te dire, mais moi, c'était pas du tout ça que je voulais vivre. Pour autant, c'est orchestré de la manière la plus parfaite. Et tout est juste et tout est fait pour que tu apprennes tel et tel enseignement avant d'incarner ce que tu voulais incarner. Concrètement, ça veut dire que parfois, on pose l'intention de vivre telle ou telle chose, je sais pas, peut-être d'être le genre de femme qui peut partir en voyage toute seule et vivre des expériences incroyables en voyage. Alors peut-être qu'avant ça, on va vivre des expériences pas très agréables du point de vue de l'humaine que nous sommes, où on va apprendre à dire non. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer d'abuser de nous, d'abuser de notre gentillesse, de tester nos limites. Mais en fait, c'est pas un test de l'univers, c'est vraiment la leçon qui va nous permettre d'apprendre à dire non,
pour nous sentir toujours en sécurité si on part seul en voyage, parce que justement, on sait qu'on saura toujours dire non quand on ne sent pas la chose. Pour autant, le moment où cette personne essaye d'abuser de notre gentillesse et qu'on se dispute avec elle et qu'on dit maintenant ça suffit, on ne trouve pas ça, on ne se dit pas que c'est le super cadeau et la super concrétisation de ce désir qu'on avait de voyager toute seule. Mais on a besoin de cette étape pour apprendre à poser les limites et sentir quand c'est plus bon pour nous. Ensuite, nous avons le fameux ermite. L'ermite, c'est une carte qui parle de comment l'ego va se mettre au second plan, ce fameux chevalier que nous avons à l'intérieur de nous et que lui, son but, c'est absolument qu'on reste sécure, qu'on ne vive pas de souffrance et qui du coup crée en nous des peurs, des croyances limitantes pour vraiment qu'on reste dans notre zone de connu. Et cet ermite, lorsque le maître rencontre l'ermite, il se rend compte qu'on peut mettre cet ego au second plan. L'ermite, c'est le vieil homme, c'est donc cet ego qui a pris de la maturité. Vous vous souvenez, on parlait de ces fruits pas mûrs. C'est l'ego qui a pris de la maturité et qui a plus besoin d'être aussi rigide, d'être aussi résistant au changement. Lui, il devient le porteur de lumière, c'est-à-dire que ce chevalier reprend sa juste place qui est celle de servir, non plus la partie de nous qui ne veut pas souffrir, mais bien la lumière en nous, mais bien cette partie de nous qui dit tellement oui au jeu de la vie, tellement oui à l'évolution, qui sert nos fréquences divines. Concrètement, dans notre vie, c'est ces moments où on sent que cette rigidité, que cette croyance limitante, elle n'a plus lieu d'être, qu'on peut totalement lâcher avec ça. C'est ce moment où on s'autorise à faire des choses qu'on ne s'était pas autorisé à faire par le passé, tout simplement parce qu'on sent qu'elles sont bonnes pour nous, même si elles viennent heurter les anciennes valeurs que l'on avait, même si elles ne sont pas fidèles à l'héritage familial, même si elles ne nous semblent pas cohérentes avec ce que nous avions fait jusqu'alors. C'est ce moment où on se dit, tant pis, je le tente. J'ai pas besoin de me sentir rigide, j'ai pas besoin de résister à ça, je me laisse absolument glisser dans cette invitation de la vie. On arrive ensuite à la roue de fortune. La roue de fortune, elle va nous amener quelque chose de vraiment précipitant. La roue de fortune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle apprend aux maths? Bon, elle apprend plein de choses et on pourrait en parler pendant vraiment très longtemps. Puis je vois que là, le podcast commence à être déjà assez long, donc on va aborder les points essentiels. Évidemment, pour chaque arcane, c'est juste quelques petites choses, quelques points essentiels. La roue de fortune, elle nous dit, lorsque tu lances la roue, lorsque tu choisis de créer quelque chose, à partir de ce moment-là, ça se lance. Même si toi, tu as l'impression que tu n'as pas bien lancé la roue, ça se lance. Puis, il va y avoir des moments où tu vas avoir l'impression d'avoir la tête en haut, des moments où tu vas avoir l'impression d'avoir la tête en bas, parce que ça va te demander d'apprendre des leçons, certaines pour déconstruire des façons de penser, certaines pour élever ta conscience, étirer ta conscience pour voir les choses différemment. Et il y a un moment d'instabilité à partir du moment où on veut réaliser ses rêves, vivre tel ou tel projet. Il y a un moment d'instabilité parce que ça veut dire qu'on doit sortir de notre zone de connu et donc on repart en apprentissage. On va revisiter plein de facettes de nous-mêmes et certaines, on va totalement les remodeler. Voilà ce que vient nous enseigner la roue de fortune. La roue de fortune, c'est souvent une carte, une lame dans le tarot qui n'est pas trop aimée. Et pour autant, c'est le principe même de la co-création avec l'univers. C'est ce principe de ce feu du mouvement de la vie qui se met en place quand on l'active, quand on s'engage pleinement dans une transformation. Ensuite, on arrive à la force. L'arcane 11, donc on imagine ce maître qui est en train de cheminer, qui vient rencontrer la force. Que nous apprend la force? La force, elle a un nom qui vient comme faire un jeu de miroir. En fait, on voit un
nom qui évoque comme quelque chose de musclé, de puissant, d'affirmé, de volontaire. Et on se rend compte de cette femme qui est en train d'ouvrir la gueule d'un lion. Et on voit bien que cette femme, elle a aucun dans ses bras, elle a aucun muscle qui semble crispé. Elle est totalement décontractée. Ce que nous apprend la force, c'est que les choses, justement, ne se passent pas en force. C'est le tour de main. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai grandi ma sagesse, alors ça va se passer dans la fluidité. Puis si j'essaye de le passer en force, sans laisser mûrir mon fruit, sans laisser mûrir ce qui est venu me transmettre comme enseignement, sans laisser mûrir ce que la vie est venue me transmettre, alors je vais entraîner de la résistance. Et la vie, elle, son mouvement, il est dans la fluidité. Donc plus je vais lâcher, plus je vais cesser de m'accrocher, plus je vais arrêter de me dire sur la roue quand j'ai la tête en bas, ah mon Dieu, j'ai la tête en bas, c'est terrible. Plus je vais me laisser emporter dans ce processus de déconstruction, reconstruction, déprogrammation, reprogrammation, et plus ça va se faire dans la fluidité. La fluidité n'est qu'une perspective. Une chose peut être fluide si je lâche prise avec ça et je m'abandonne à la transformation, ou totalement en force et résistante si je résiste à cette transformation. Si je m'accroche à ce que je croyais être vrai et que j'ai peur de perdre ces choses-là. Alors, c'est facile à dire comme ça, c'est pas aussi facile à vivre, hein. Les phases de grands changements où on se désidentifie de certaines de nos croyances, de choses auxquelles on a cru depuis qu'on était enfant, il y a souvent un grand moment d'inconfort. Et la force, ce qu'elle demande, ce fameux tour de main, c'est d'amener beaucoup d'amour et beaucoup de foi en soi pour vivre ce moment d'inconfort avec le plus de bienveillance pour soi-même, avec le plus de douceur, de sorte que ça soit fluide. Parce que c'est évident qu'à ce moment-là, il y a une partie de nous, donc ce fameux ego, qui lui a le sentiment de mourir à lui-même. Parce que lui, l'ego, ce qu'il veut, c'est surtout ne pas changer. L'ego, il pense que s'il change, il meurt. C'est pour ça qu'on dit aux gens qu'on aime, ah, surtout ne change pas, surtout ne change pas, ah, t'es tellement extraordinaire, surtout ne change pas. Alors que tout simplement, changer, c'est la continuité naturelle du mouvement de vie. On arrive donc à ce fameux arcane du pendule, l'arcane 12, qui pareil est une lame qui n'est pas toujours aimée, alors qu'en fait elle vient simplement nous inviter à renverser notre regard. Le mat qui arrive et qui rencontre ce pendu, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que les choses, il peut les voir de la manière dont il les voit, mais s'il veut grandir sa vision, alors il doit les observer d'une autre manière. Puis c'est l'invitation que nous fait la vie. À chaque fois qu'on se prend comme, souvent on a cette expression de se dire j'ai l'impression de m'être pris une grosse claque de la vie, mais qu'est-ce que c'est? C'est ce moment où je suis invitée à voir les choses d'une autre façon. Puis plus je m'obstine et plus la claque elle fait mal. Plus je vais accompagner le mouvement de la claque, moins ça va me faire mal. Le pendu, c'est une carte de grands actes de foi, de grands lâcher-prise et de grande ouverture d'esprit. Plus je vais accepter de changer mon regard, de voir les choses d'un autre angle, et plus du coup, je vais voir de nouvelles perspectives et je vais pouvoir grandir ma vision. Il y a une histoire comme ça que raconte un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Roman Frécinet, et il raconte qu'il y a comme deux personnes qui s'engueulent au téléphone. Donc il parle de nos perceptions et il dit que lui, il ne fait pas confiance à ses perceptions parce que nos perceptions, elles sont trompeuses, et que c'est comme s'il y a une personne qui est en Australie qui téléphone à une personne qui est en France et qu'ils s'engueulent pour dire « mais non, c'est le jour, mais non, c'est la nuit », alors qu'ils ont tous les deux raison. Puisque d'un côté, c'est avec le décalage horaire, d'un côté c'est le jour et d'un côté c'est la nuit. Voilà ce que nous dit le pendu. Il nous dit, il n'y a pas de chose où il y a raison, où il y a tort. Il n'y a pas une vérité qui est meilleure qu'une autre. Mais quelle est la vérité qui va te permettre d'aller vers là où tu veux aller? Et à partir du moment où tu sais ça, commence à regarder les choses comme ça. Sors des vérités qui te enferment, sors des vérités qui te limitent et passe à des vérités qui t'ouvrent et qui te font grandir et qui vont dans le sens de ce que tu veux vivre et construire.
On arrive ensuite à l'arcane de la non-nommée, qui est communément appelée la mort et qui est vraiment pas la mort, qui est porteuse à la fois de cette énergie de mort et de renaissance. La non-nommée, qu'est-ce qu'elle vient apprendre au mat? Elle vient lui apprendre à couper les têtes, c'est-à-dire couper le mental, c'est-à-dire à laisser pour renaître de ses cendres, pour renaître dans une nouvelle version de nous qui vit ces choses, qui vit cette évolution que nous souhaitons vivre. Il est nécessaire de faire la peau, j'ai envie de dire, aux vieux schémas, aux vieilles pensées, aux vieilles croyances et de les laisser. La non-nommée, c'est exactement l'opération que vit la chenille lorsqu'elle se transforme en papillon et que lorsqu'elle s'envole, elle ne prend pas sa chrysalide avec elle parce que sinon elle ne pourra pas voler. À partir du moment où elle devient papillon, cette chenille, elle fait le deuil de sa chrysalide pour pouvoir être papillon. Puis la non-nommée, elle nous apprend ça. Elle nous apprend à aller visiter toutes ces choses que l'on croyait vraies, que l'on croyait sûres, et les questionner. Pouvoir dire, est-ce que vraiment ça sert celle que je suis dans sa nature originelle? Est-ce que réellement, l'être que je suis dans sa nature originelle est cette chose-là à laquelle je me suis identifiée toute ma vie? Est-ce que ces croyances, elles sont valables aujourd'hui dans la réalité que j'ai envie de vivre? Voilà ce que vient dire la non-nommée. Alors, souvent, il y a une crise identitaire avec ça, donc c'est pareil, hein, c'est toujours cette énergie-là que l'on rencontre avec la force, c'est d'amener énormément d'amour, d'amener énormément de bienveillance à ce moment-là. On arrive à l'arcane tempérance. Tempérance, c'est donc cette femme magnifique avec sa fleur dans les cheveux au niveau du premier œil, ses ailes angéliques qui est en train de déverser dans un vase bleu, un vase, une cruche rouge, elle est en train de déverser de l'eau. Qu'est-ce qu'elle vient apprendre au mat tempérance? Tempérance, c'est à la fois la tempérance et c'est à la fois la sagesse. Et la sagesse, ça se dit sapiens. L'anagramme de sapiens, c'est patience. La patience, c'est pas nécessairement une vertu dont on est tous dotés. Moi, concrètement, je l'ai pour mes enfants, je l'ai pour plein de choses. Mais alors, quand je lance ma roue dans ma vie, je suis pas vraiment patiente. Ce que vient apprendre tempérance, c'est qu'une fois que tu as lancé ta roue, c'est en cours. Et même si tu es impatiente, même si toi tu te dis oh là là, il n'y a pas les résultats, ah non mais ça n'a pas dû marcher, ah mais non, mais ça, c'est que c'est pas pour moi parce que ça ne marche pas. Ça, c'est une erreur de croire ça. En fait, c'est en cours. Par contre, pour que ce soit réellement incarnable, pour qu'on puisse vivre cette version de nous qui vit ce projet, cette chose, cette relation, on a parfois à transformer des choses à l'intérieur de nous, puisqu'on a vu avec l'impératrice que c'est la manière dont on se sent qui va donner la forme à notre réalité. Donc, des fois, il faut aller changer des programmes inconscients en nous qui font qu'on se sent de telle ou telle façon. Il faut savoir que la partie subconsciente et inconsciente à l'intérieur de nous, c'est en gros 80 à 90% de nos programmes. Donc forcément, même si on change notre état d'esprit, il y a plein de choses qui ont besoin d'être transformées. Et ce dont on peut être sûr avec tempérance, ce que vient nous transmettre tempérance, c'est que ces choses-là, pour les transformer, la vie, l'univers va nous amener des expériences qui vont nous permettre de les transformer. Donc tant que c'est pas arrivé, c'est pas que ça marche pas, c'est que c'est en cours de transformation. C'est qu'on est en train de se transformer pour pouvoir façonner notre réalité à l'image de ce que nous souhaitons parfaitement vivre. Ensuite, on arrive à l'arcane du diable. Et bien l'arcane du diable, qu'est-ce qu'il vient dire au mat? Il vient lui dire « Hey Coco, toi tu travailles sur tes pensées conscientes. Super. Mais regarde, il y a 90% de tes pensées qui sont installées dans ton subconscient et qui sont les sortes de rouages, la sorte de machine à imprimer ta réalité. À l'intérieur de ton subconscient, il y a tout ce qui va façonner de manière inconsciente ta réalité. Alors, soit on les regarde et on peut les transformer, soit on les nie et ils vont continuer à œuvrer dans l'ombre
de manière inconsciente et faire que la réalité ne prend pas la forme qu'on aimerait. Puis nous, on va se dire, oh, mais c'est que ça marche pas, mais comment ça se fait? Moi qui voulais vivre ce voyage, partir avec un sac à dos, oh, mais je sais pas, j'y arrive pas, à chaque fois il me tombe un truc là. La grande invitation de l'arcane du diable, c'est de dire, est-ce que tu as envie que ça t'enchaîne ou est-ce que c'est toi qui tiens les rênes de ça? Puis si tu tiens les rênes de ça, alors il faut que tu t'occupes de ta monture. Et si tu veux t'occuper de ta monture, alors il faut que tu ailles voir ce qu'elle a à te dire. Soit c'est le cheval qui conduit, puis toi, il te conduit là où tu veux, et puis probablement là où tu veux pas, parce que ce cheval, il n'est pas bien à l'aise, il a une épine dans le sabot. Soit tu commences à l'écouter, tu lui enlèves l'épine, tu le rassures, tu lui expliques, tu ouvres ta conscience pour lui montrer qu'il y a d'autres voies possibles, et du coup, sur ton chemin, tu te sens être sur le bon chemin. Parfois, quand on ne se sent pas sur le bon chemin, c'est ça aussi. C'est qu'on a laissé nos rênes à ces programmes inconscients. Et puis, quand il nous montre une réalité, plutôt que de se dire, attends, là, ça ne colle pas avec ce que je veux, mais comment ça se fait? Eh bien, on ne regarde pas, on nie. Et c'est OK, hein, on fait tous et toutes ça. Mais du coup, eh ben, ça continue. Ça continue sans qu'on en ait conscience. Donc, l'arcane du diable, c'est un arcane de conscientisation, de comment est-ce que moi, je peux aller explorer tous ces programmes inconscients. Et ça, j'en parle dans les programmes que je fais, notamment dans un programme qui s'appelle Magicienne. Pour faire cela, c'est important d'aller écouter ces émotions parce qu'elles sont les passerelles. Elles sont les passerelles entre ce qui est mon conscient et la manière dont je me sens et les programmes subconscients qui me font me sentir comme ça. Donc, hop, j'ai une émotion et je peux me dire, ah tiens, c'est bizarre, pourquoi j'ai cette émotion? Et je vais aller observer, comme un peu une exploratrice, je vais aller observer ce qui se joue dans l'ombre. Ensuite, le mat rencontre la maison Dieu. La maison Dieu, bah, c'est justement cet éveil spirituel un peu soudain, ce moment où, vous voyez, il y a une lame de feu qui semble rentrer dans la tour et qui la comme décalote. En fait, c'est ce mental que l'arcane de la non-nommée nous invitait vraiment à laisser de côté pour donner les rênes à notre cœur. C'est ce mental qui lâche pour laisser entrer la lumière. C'est un arcane qui est un arcane à la fois de soudaineté, à la fois festif et à la fois pas toujours agréable parce que parfois cet éveil, il se fait d'une manière un peu douloureuse selon que l'on résiste ou que l'on n'a pas écouté les inconforts émotionnels. Et puis, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de le vivre. Et quand je dis selon qu'on a écouté ou pas, c'est pas l'idée, et surtout pas d'être culpabilisante, c'est selon qu'on a eu la capacité d'écouter ou non, parce que dans notre vie, c'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi qu'on fait avec ce que l'on a, et c'est ce que nous dit le battleur, hein. Au début, l'épée, c'est pas une épée, c'est un couteau. Donc on fait avec le couteau. Et avec le couteau, on ne peut pas mener le même combat qu'avec l'épée. Avec le gobelet, on ne peut pas mettre le même liquide que dans la coupe. Avec les jetons, on ne peut pas payer les mêmes choses qu'avec les deniers. Donc, l'idée aussi est de surtout pas entrer dans un discours culpabilisant de ah mais je crée ma réalité, si ma réalité est pas bien, ça veut dire que je fais pas d'efforts. Non, on fait avec ce qu'on a, mais plus on va mettre de la conscience, et c'est pour ça qu'il y a ce legs du tarot, pour nous aider à mettre de la conscience là-dedans, pour qu'on voit plus clair dans tous ces rouages. Ensuite, on arrive à l'arcane de la lune. L'arcane de la lune, lui, clairement, c'est à ce propos, c'est l'invitation à aller dans l'invisible, dans tout ce qui est subtil en nous, dans tout ce qui est inconscient, dans tout ce qui est subconscient, d'aller visiter ces fameuses émotions pour de plus en plus s'affranchir de toutes nos croyances, de toutes ces choses qui guident notre vie sans que nous en ayons conscience. Donc la lune, c'est vraiment cette invitation à laisser remonter. Vous vous rappelez, j'avais dit l'impératrice, c'est coagula. Ben là, c'est solver. Il y a deux principes, solve et coagula en alchimie. Là, c'est solve, c'est comment dissoudre, comment transformer le plomb en or. Comment est-ce qu'on fait pour transformer les ombres en lumière? Eh bien, c'est en écoutant nos émotions, en plongeant dans nos émotions pour aller visiter tous ces programmes inconscients.
toutes ces choses, tous ces rouages, ces pilotages automatiques que nous avons à l'intérieur de nous et qui nous font nous comporter de telle ou telle manière. C'est reprendre les rênes, redevenir les pleins créateurs conscients de notre réalité. Parce qu'on est toujours créateur de notre réalité, mais il y a une bonne partie où c'est pas conscient. Et l'invitation de la lune, c'est l'invitation à amener toutes ces choses inconscientes dans le conscient, de sorte de devenir des créateurs conscients de la réalité. Ensuite, on en arrive à l'arcane du soleil. L'arcane du soleil, une fois que j'ai réussi à aller visiter ces programmes inconscients, j'entre dans mon rayonnement. L'arcane du soleil, vous voyez ces deux enfants un peu nus qui représentent à la fois comme la pureté et cette chose qui est authentique, c'est-à-dire je me suis libérée de ces vieux manteaux, de ces vieilles peaux, de ces vieilles croyances, de ces vieux schémas. Alors je peux me présenter comme nue devant la vie pour rayonner juste mon rayonnement originel. Et vous voyez ces deux enfants qui semblent montrer, un montre le plexus cardiaque, c'est-à-dire le cœur, et un montre l'arrière de la nuque, qui est ce que l'on appelle le triangle de foi, et qui sont ces deux grands conducteurs ou chefs d'orchestre auxquels nous sommes invités à donner les baguettes et les rênes pour que notre vie s'aligne à ce que nous sommes réellement, dépouillés de toutes nos blessures, de toutes nos croyances, de tous nos masques, de tous nos vieux schémas. Enfin, on arrive à l'arcane de l'étoile. L'étoile, c'est comment est-ce que je peux canaliser la guidance de mon âme pour créer dans la matière depuis cette guidance-là. Ce que l'on appelle diviniser la matière. Comment est-ce que ma réalité reflète la beauté, la pureté et la grandeur de mon âme. Ce personnage féminin qui ressemble beaucoup à la Tempérance, toujours ses cheveux bleus, ce caractère féminin, elle est en train de verser l'eau dans la matière. Elle est en train vraiment d'offrir sa création à la terre et elle est guidée par son étoile qui est à la fois l'âme, à la fois ce que l'on appelle la grande sœur de la terre qui est Sirius, qui est cette étoile comme qui a toute la sagesse. Et ben c'est comme si on canalisait cette partie de nous qui a toute la sagesse et que notre vie, on la vit depuis cette personne sage que nous sommes, connectée à une sagesse infinie, connectée à un amour infini, connectée à un potentiel infini. Arrivent alors les deux derniers arcanes qui sont l'arcane du jugement. L'arcane du jugement, c'est un arcane qui est vraiment un arcane d'appel à créer exactement ce que nous sommes venus créer dans la matière, c'est-à-dire la lumière. C'est l'appel, il y a ces fameuses trompettes que l'on appelle parfois les trompettes de la renommée, ces fameuses trompettes qui... On a cet être qui sort du tombeau avec la bénédiction de son père et de sa mère. Alors, pour la petite histoire, en alchimie, on dit que l'âme, quand elle s'incarne, elle rentre dans le tombeau de la terre adamique, c'est-à-dire qu'elle oublie tout son potentiel, elle se retrouve dans une sorte de tombeau parce que de multipotentiel, enfin d'un potentiel illimité, elle se retrouve enfermée dans un corps physique, ses pensées sont empreintes de peur, de doute, là où l'âme, elle n'a pas du tout ce questionnement-là, et l'amour, c'est quelque chose qui est à réapprendre et à refaire circuler. Donc, on parle comme de tombeau de la terre adamique pour Adam, le premier homme, ou de entrer dans l'école des mystères, cette fameuse école de la vie qui va nous apprendre à nous dépasser, à évoluer, à nous reconnaître et à faire rayonner l'amour. Et le jugement, c'est ce moment où ces fameuses trompettes, ces fameux anges, ce fameux divin vient nous appeler à répandre la lumière, à diviniser la matière dans notre existence, dans notre réalité, à faire exactement ce pourquoi nous sommes incarnés. Et enfin, on termine avec l'arcane du monde. L'arcane du monde, c'est la concrétisation de tout ce dont nous venons de parler. C'est le mat qui a totalement conscientisé tous ces enseignements, qui les a alchimisés, digérés, de sorte de pouvoir être dans son rayonnement.
Et ce qui est puissant avec cet arcane du monde, et c'est aussi cette voie de l'alchimie, c'est que l'alchimiste, il ne cherche pas à s'éthérer, il ne cherche pas à revenir dans un plan éthérique. Lui, ce qu'il souhaite, c'est amener ce divin dans le plan de matière dans lequel il est incarné, le temps de son incarnation, évidemment. Et donc le monde, c'est je rayonne cela dans la matière. C'est pas juste je rayonne ça quand je suis connectée ou quand je suis en stage ou quand je médite, c'est je rayonne cela dans mon quotidien. C'est depuis mes fréquences divines que je crée et c'est cette vie avec ses imperfections, ses aléas, ses défauts. C'est cette vie que j'honore et que je vois comme sacrée et à laquelle je voue un amour inconditionnel. Voilà le podcast du jour qui finalement, je ne sais pas exactement depuis combien de temps je vous parle, mais ah waouh, il fera 1 heure. Je serais vraiment heureuse de vous lire à ce propos. Donc n'hésitez pas à me dire si ce podcast vous a plu. Les podcasts qui suivront seront forcément moins longs. Mais j'avais vraiment envie de faire ce tour avec vous. J'ai vraiment à cœur de vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner et puis à me laisser 1 étoile, 1 cœur, selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast et vous pouvez aussi me retrouver sur tous mes réseaux pour des partages quotidiens. Je vous souhaite une belle intégration de tout ce que nous venons de partager et je vous dis à mercredi prochain.